L'éthique de la psychanalyse de Jacques Lacan, leçon du 3 février 1960. Je crois que, tout bien considéré, je ne suis pas ce matin dans des conditions d'emportement qui, selon mes propres critères, me paraissent suffisantes à ce que je vous fasse mon séminaire comme à l'ordinaire, et ceci plus particulièrement concernant le point où nous sommes arrivés, que je désire pouvoir poser devant vous des formules tout à fait précises. Vous me permettrez donc d'atermoyer à la prochaine fois. La coupure de mon absence pendant 15 jours tombe évidemment mal puisque j'aurais aimé qu'après vous avoir traité ce que j'ai annoncé la dernière fois devant vous comme d'une forme exemplaire, d'un paradigme de la fonction de l'amour courtois en tant que forme exemplaire de sublimation, très proche de l'art. Puisqu'en somme, nous n'en avons des témoignages documentaires qu'essentiellement par l'art, mais qui néanmoins a l'intérêt d'être quelque chose dont nous sentons encore maintenant les retentissements éthiques. Si nous n'avons plus de l'amour courtois que des témoignages documentaires de l'art, sous une forme qui est presque morte, mis à part l'intérêt très vif, archéologique, que nous pouvons y porter, il est tout à fait certain et d'ailleurs manifeste que je vous le montrerai aussi d'une façon visible, sensible, que les retentissements éthiques dans les rapports entre les sexes sont encore sensibles. C'est l'intérêt de cet exemple, de cette longue portée d'un phénomène qu'on pourrait croire localisé à un problème presque d'esthétique, et dont nous pouvons voir que les effets sont d'une nature qui est tout à fait propre à nous rendre sensibles, ce qu'en somme l'analyse a porté au premier plan, comme étant l'important de la sublimation. Ceci est donc le point que nous essaierons de formuler et pour lequel je désire avoir toute ma forme pour pouvoir vous montrer comment le problème se pose historiquement, comment il se pose en méthode. Et là encore, nous nous trouvons en posture d'éclairer des difficultés qui sont posées d'une façon manifeste, avouées aux historiens, romanistes, philologues, aux spécialistes qui se sont attachés à ce problème et qui, d'un commun aveu, reconnaissent que ce phénomène de l'amour courtois se présente comme quelque chose qu'ils ne sont d'aucune façon parvenus à réduire dans son apparition historique à un conditionnement repéré. L'aveu est véritablement commun et je dirais presque uniforme. Il y a là un phénomène qui est paradoxal et comme de bien entendu, comme chaque fois qu'on se trouve en présence d'un phénomène de cet ordre, cela a souvent porté les chercheurs à la recherche des influences, ce qui est dans bien des cas une façon de reporter le problème. Le problème a sa source dans la communication de quelque chose qui s'est produit à côté. Encore faut-il savoir comment ça s'est produit à côté. Mais précisément dans ce cas, c'est bien ce qui échappe. Et la notion de recours aux influences, nous y ferons allusion, est aussi bien quelque chose qui, là, est loin d'avoir éclairci le problème. C'est dans son cœur que nous essaierons de le prendre et nous verrons que la théorie freudienne est de nature à apporter une certaine lumière. À ce titre, donc, c'est non seulement pour sa valeur d'exemple que je le prends, mais pour sa valeur de méthode. Ce point, très localisé, ne veut pas dire que concernant la sublimation, tout soit à considérer dans la ligne qui est ici ouverte, à savoir la sublimation à proprement parler de quelque chose qui se situe dans la ligne du rapport homme-femme, du rapport du couple. Ce n'est pas là quelque chose à quoi je prétends réduire le problème de la sublimation, voire même pas tellement le centrer. Et je crois qu'à partir de cet exemple,
C'est capital pour arriver à une formule générale dont nous avons l'amorce déjà dans Freud, et nous savons où le lire. Je ne dis pas chercher tel ou tel détail. Si je procède quelquefois en mettant en valeur presque une phrase, une formule isolée de Freud, et j'allais presque dire un élément gnomique, cet élément gnomique que je suis, pour moi, très consciente d'essayer de le mettre en action. Quand je vous donne des formules comme le désir de l'homme est le désir de l'autre, c'est à proprement parler une formule gnomique, bien que Freud ne l'ait pas cherchée comme telle. Mais il l'a fait de temps en temps sans le faire exprès. Ainsi, une formule très courte que je vous ai rapportée un jour, qui rapproche les mécanismes respectifs de l'hystérie, de la névrose obsessionnelle et de la paranoïa, de ces trois termes de la sublimation, l'art, la religion et la science. À un autre endroit, il rapproche la paranoïa du discours scientifique, sera de nature à nous montrer dans toute sa généralité la formule dans laquelle, au dernier terme, nous arriverons à poser la fonction de la sublimation, pour autant que j'essaie devant vous de leur donner dans cette référence à la chose, cette chose qui se trouve dans les exemples très élémentaires, presque de nature, de la démonstration philosophique classique, à l'aide du tableau noir et du bout de craie, que j'ai pris la dernière fois dans l'exemple du vase. C'était pour vous montrer quelque chose d'en quelque sorte schématique, qui vous permette de saisir où se situe la chose dans le rapport qui met l'homme en fonction de médium, si l'on peut dire, entre le réel et le signifiant. Cette chose dont toutes les formes créées par l'homme sont du registre de la sublimation, cette chose sera toujours en quelque sorte représentée par un vide, précisément en ceci qu'elle ne peut pas être représentée par autre chose, ou plus exactement qu'elle ne peut qu'être représentée par autre chose. Mais dans toute forme de sublimation, le vide sera déterminatif. D'ores et déjà, je vous indique trois modes différents selon lesquels l'art, la religion et le discours de la science se trouvent avoir affaire avec ceci. Nous dirons que d'une certaine façon, tout art, et après tout, je ne crois pas que ce soit là une formule qui soit vaine, quelle que soit sa généralité, pour diriger ceux qui s'intéressent à l'élucidation des problèmes de l'art, se caractérise, en somme, par une certaine manière, un certain mode d'organisation autour de ce vide. Je pense avoir les moyens de l'illustrer pour vous de façon multiple et très sensible. La religion, je ne vous dis pas que ce soit les formules auxquelles je m'arrêterai au dernier terme, quand nous aurons parcouru, exploré ensemble ce chemin, consiste dans tous ces modes, si nous forçons la note dans le sens de l'analyse freudienne, d'éviter ce vide. Pour autant que Freud a mis en relief les traits obsessionnels du comportement religieux, nous pouvons dire cela. Il est clair qu'en effet, toute une phase cérémonielle de ce qui constitue le corps des comportements religieux entre dans ce cadre. Nous ne saurions pleinement nous satisfaire de ceci, et qu'un mot comme respecter ce vide est bien quelque chose qui nous semblerait peut-être aller plus loin. Vous voyez que, de toute façon, le vide reste au centre, et c'est précisément en ceci qu'il s'agit de sublimation. Et je dirais que, pour le troisième terme, à savoir le discours de la science, en tant qu'il est originé dans le discours de la sagesse, le discours de la philosophie, pour notre tradition, c'est à proprement parler dans quelque chose où prend sa pleine valeur
le terme qu'a employé Freud quand il s'agissait de la fonction de la paranoïa par rapport à la réalité psychique, ce terme que j'ai souligné pour vous au passage dans un de mes derniers séminaires, qui s'appelle Unglauben. L'Unglauben n'est pas la négation de la phénoménologie de Glauben, de la croyance. Ce n'est pas non plus quelque chose sur quoi Freud soit revenu d'une façon qui soit en quelque sorte englobante et définitive. Néanmoins, ceci parcourt toute son œuvre. Nous voyons l'extrême importance qu'il donne à cette fonction au niveau de l'Entwurf. Et en fin de compte, la phénoménologie de la croyance est bien ce qui pour lui sera resté, jusqu'au terme, une obsession. Aussi bien, Moïse et le monothéisme est tout entier construit pour nous expliquer les phénomènes fondamentaux de la croyance. Il y a quelque chose de plus profond, de plus dynamiquement significatif pour nous. C'est le phénomène de l'incroyance, qui n'est pas la suppression de la dimension de la croyance, qui est un mode propre de rapport de l'homme à son monde et à la vérité, celui dans lequel il subsiste. Là-dessus, vous auriez bien tort de vous fier à des oppositions sommaires et de penser que l'histoire a connu des virages sensationnels, que le passage de l'âge théocratique à cette forme humaniste, comme on s'exprime, aux formes dites de libération de l'individu et de la réalité, que la conception du monde soit ici quelque chose de décisif. Il ne s'agit pas dans cette occasion de quoi que ce soit qui ressemble à une Weltanschauung quelconque qui serait la mienne, et que j'essaierai de vous communiquer. Je ne suis ici qu'à titre d'indicateur et de bibliographe pour vous aider à vous repérer dans ce qu'on peut trouver sur ce sujet de plus sérieux comme repère, à partir de gens qui, chacun dans leur spécialité, sont doués de capacités de réflexion. Pour vous permettre de remettre les choses au point, je vous conseillerais de vous référer ici à l'œuvre d'un historien, Lucien Febvre, qui, dans une collection très accessible, a écrit sous le titre de Problème de l'incroyance au XVIe siècle, quelque chose qui est de nature à vous montrer comment un emploi sain des méthodes historiques nous permet de poser, d'une façon plus nuancée qu'il n'est coutume, les questions des modes d'évolution de la pensée concernant les problèmes de la foi. Vous lirez aussi, si vous avez le temps, et si vous désirez lire des choses qui sont, somme toute, assez plaisantes, une sorte de petit livre annexe, encore que ce ne soit pas une thèse secondaire, qui vient très bien, comme une petite barque accrochée à un navire, dans le sillage du premier, qui s'appelle Autour de l'Heptaméron, du même auteur. Il s'agit de Marguerite de Navarre, dont j'espère que personne d'entre vous ne la confond avec la reine Margot, car quelquefois cela arrive, qu'il n'est pas simplement un auteur libertin, mais qui se trouve avoir écrit quelques traités mystiques, chose qui n'est pas faite, bien sûr, pour provoquer l'étonnement de l'historien. Mais l'historien se penche sur ce problème, essaie de nous montrer dans le contexte du temps et dans le contexte psychologique de l'auteur ce que peuvent bien signifier ces recueils de contes qui s'appellent l'Heptaméron. Et ceci est aussi de nature à nous permettre de le lire avec, on ne peut pas dire même un œil plus éclairé, mais avec un œil qui ne censure pas ce qu'il y a littéralement dans l'Heptaméron, à savoir les réflexions de chacun des personnages, après chacun des récits qui sont censés être vrais, qui le sont sûrement pour la plus grande part, la façon dont les interlocuteurs en parlent, c'est-à-dire dans un registre de réflexion morale
et même formellement religieuse, est généralement censuré parce qu'il est considéré au départ que ceci n'est pas de la sauce. Mais c'est justement ce sur quoi il convient de ne pas se tromper, c'est que toujours la sauce est l'essentiel dans un plat.